Donc nous allons passer à la restitution des deux ateliers. Donc les deux animateurs vont reprendre une synthèse de ce qui a été discuté. Donc d'abord Guillaume pour le premier atelier, puis Étienne pour le second atelier. Guillaume, je te laisse la parole. On était trois à animer l'atelier, donc il y avait Ronan, Christelle et moi. L'objectif c'était de parler des approches participatives. On avait organisé un atelier en deux parties. Une première partie où Ronan nous a parlé du travail qu'il a effectué avec Diana Ugaldé dans le cadre de sa thèse, de celle de Diana, pas de la tienne. Et donc c'était assez intéressant. En gros, l'idée, c'était de voir comment, dans une approche participative, on pouvait mélanger les viticulteurs et les consommateurs pour envisager un changement éventuellement de posture des viticulteurs dans leur prise en compte ou leur mise en œuvre d'approches agroécologiques ou de pratiques agroécologiques sans aller tellement plus précisément que ça. Et donc, le résultat des travaux qui a été présenté pour lancer le débat par Ronan, c'est que finalement, la démarche qui a été mise en œuvre, il y a eu tout un travail déjà séparé entre les viticulteurs et les consommateurs. Les viticulteurs ont quand même fait remarquer que ça ne les intéressait pas forcément de discuter avec des gens qui ne connaissaient rien. Donc il a fallu faire une première étape avec les consommateurs. Et ensuite, il y a pu avoir une animation mixte dans le cadre d'un vignoble où là, il y a pu avoir un échange entre viticulteurs et consommateurs. Donc ce n'était pas des situations idéales dans la mesure où seuls 2 ateliers ont pu être faits et non pas 4 comme prévu initialement. Néanmoins, il y a eu quelques enseignements qui ont été tirés. Tout d'abord, la difficulté d'engager, de mobiliser, de recruter les viticulteurs dans ce genre d'approche. En effet, c'était difficile en mettant en avant juste des aspects mis en œuvre de pratiques agroécologiques, que les viticulteurs perçoivent vraiment l'intérêt pour eux à court terme. Et donc, il y a surtout 2 viticulteurs bio qui sont venus discuter avec 12 consommateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Et les échanges après sont revenus dessus. Et fort des expériences des uns et des autres dans la salle, il s'est avéré que 2 choses. Derrière pratique agroécologique, ce qui est revenu pas mal, c'était l'histoire des pesticides, en quelque sorte. Et donc, c'était commencer une démarche participative qui est quand même assez nouvelle chez les vignerons par peut-être le sujet le plus dur. Donc, Marie avait fait référence à d'autres thématiques qui pouvaient être plus faciles à aborder pour commencer des démarches participatives, comme celle autour du climat ou l'augmentation de la fréquence des gels ou des choses comme ça. Et l'autre chose, c'est vrai qu'on a eu une discussion, je vous disais qu'on avait du mal à recruter un peu des viticulteurs parce que oui, qu'est-ce que j'ai à en retirer? En plus, c'est peut-être se mettre un petit peu en difficulté vis-à-vis des consommateurs. Enfin voilà. Et les objectifs étaient peut-être insuffisamment clairs. Et dans la discussion d'après, ce qui était intéressant, c'était que finalement, lors de ces ateliers, il fallait peut-être plutôt proposer des ateliers thématiques pour finalement, là par exemple, c'est la proposition qui avait été faite, ça aurait peut-être été plus intéressant de faire ce genre de manip avec des viticulteurs déjà engagés dans des pratiques, dans des démarches agro-environnementales, pour voir avec les consommateurs comment mieux valoriser, mettre en avant, communiquer sur cet engagement et donc avoir une meilleure valorisation économique. Parce que c'est resté quand même un point essentiel, un centre d'intérêt essentiel chez les viticulteurs. Donc là, il y a un objectif qui était assez clair et qui pourrait mobiliser des viticulteurs. Et puis, par contre, il pourrait y avoir d'autres réunions, mais avec une autre population de viticulteurs, peut-être pas encore engagés dans des choses, mais qui aimeraient mieux comprendre les attentes des consommateurs, de la société, pour savoir dans quelle direction s'engager, par exemple, ou quels intérêts ils auraient à s'engager. Donc il y avait peut-être, donc ça c'était assez intéressant parce que à l'avenir, il faudra vraiment repenser dans ces choses participatives. C'est pas forcément impossible, mais pour recruter des viticulteurs, il faut qu'il y ait des objectifs. Et donc voilà, pratique agroécologique, transition environnementale, etc. C'est trop flou. Donc ça, c'était du côté du viticulteur. Et après, la difficulté, c'était aussi de partager un peu un point de vue. Chez les consommateurs, sur les pratiques, par exemple, ils n'ont pas tellement assez de connaissances pour prendre du recul et pour participer au débat complètement. Voilà, les consommateurs, les viticulteurs ne se connaissent pas forcément. Enfin, il y a besoin d'acculturation. Et des fois, il y avait une autre remarque qui avait été faite. C'est que là, dans la manip que vous avez faite, si je ne m'abuse,
on avait des consommateurs et on avait des viticulteurs, mais ce n'étaient pas forcément des gens qui partageaient le même territoire. Donc un facteur aussi qui pourrait être intéressant pour faciliter ces échanges et notamment avoir un objectif commun en matière environnementale serait de faire ce travail-là sur un territoire plus circonscrit. C'est notamment ce qu'avait été, ce qu'une personne de l'atelier avait eu cette expérience-là, donc sur un sujet plutôt climatique, à l'échelle d'une commune. Et là, ça avait très très bien marché. Parce que les objectifs, encore une fois, étaient plus clairs, que ce soit pour les consommateurs ou pour les viticulteurs. Et au final, ce qui était intéressant, c'est que donc il y a eu quand même des enseignements. Et par rapport à l'hypothèse que vous faisiez sur l'intérêt de ces démarches participatives entre consommateurs et viticulteurs, où vous disiez bah, ça va changer la posture peut-être du viticulteur pour l'aider à se motiver pour finalement s'engager dans des pratiques agroécologiques, on va dire, pour faire simple. Et bah, finalement, c'était surtout les consommateurs qui s'en sont trouvés impactés et qui sont rentrés chez eux avec voilà, un autre regard sur la viticulture et d'autres façons de faire. Ça, c'était pour la première partie sur les grands enseignements. Et l'autre partie, on était parti du constat de la difficulté d'intégrer les questions de biodiversité dans la CV. Donc Christelle, ce matin, nous avait présenté les ateliers d'éco-conception basés sur l'utilisation de la CV, etc. Et on avait une difficulté à intégrer de la biodiversité. Et donc, une fois avoir posé ce constat-là, on a juste présenté ce qu'on avait essayé de trouver comme solution pour quand même intégrer ces questions-là et proposer un support de communication qu'on pourrait mobiliser dans le cadre d'un atelier. Et puis voilà, ça c'était l'exemple de ce qu'on avait présenté. C'était le résultat d'un travail qu'on avait fait notamment avec une stagiaire, qu'on a creusé avec une stagiaire l'été dernier. Et là, c'était finalement un diagramme. L'idée, c'était de développer une approche très très simple, où on se disait, ben, pour que la biodiversité soit potentiellement préservée ou maintenue dans un espace viticole, eh ben, il faut quand même qu'il y ait une végétation permanente, que cette végétation soit diversifiée, qu'il y ait une diversité d'habitats, que cette végétation corresponde à une flore spontanée et naturelle qui permette d'accueillir et donner des ressources à des insectes du coin, par exemple, et puis qu'il y ait des fleurs, et puis qu'il y ait le moins possible de produits toxiques, quelle que soit leur origine. Et rien qu'à partir de ces 5 critères, pour chaque critère, on avait différents indicateurs, et on pouvait donner des sortes de scores à des pratiques, ou à des ensembles de pratiques, qui concernaient l'enherbement. Et rien qu'avec cette approche très simple, eh ben, on pouvait positionner un ensemble de pratiques, donc liées à le type d'enherbement mis en place, la fréquence de perturbation, de fauche ou de retournement, etc., etc. Et donc à partir d'indicateurs très simples, ça nous permettait de situer dans un diagramme radar assez classique, hein, dans des approches comme DEXI qui ont été citées dans la discussion après, de situer un peu les exploitations. Donc là, c'était Josette et Félix. Voilà. Donc on a discuté là-dessus, on se demandait si ça était intéressant, parce qu'à la limite, voilà, si ça intéresse personne, on peut faire autre chose. On trouvait ça assez pragmatique et du coup on a discuté avec les personnes dans la salle. Alors les gens trouvaient ça assez simple, enfin les gens, l'ensemble, on trouvait tout ça assez simple, donc ça c'est un grand intérêt. L'intérêt aussi c'était de ne pas avoir une entrée espèce qui n'était pas forcément appropriable facilement par des non-écologues. Là c'est vraiment une entrée habitat. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre parcelle pour favoriser potentiellement la biodiversité en général. Alors après, il y a eu plusieurs propositions, notamment sur les indicateurs, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais par exemple la toxicité, c'est vraiment un gros problème, parce que là, on avait pris un indicateur très frustre, qui était l'IFT herbicide, l'IFT erreur herbicide. On pouvait prendre aussi d'autres indicateurs tout aussi simples. Donc là, l'exemple qui avait été donné, c'était la fréquence des traitements, le nombre de traitements par saison culturale. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses qui nous reste à travailler avec la profession, je pense, parce que c'est quand même vous qui savez le mieux comment on fait pousser, comment on produit du raisin. Et puis après, c'était surtout sur des questions sur le côté mobilisable ou non. Et a priori, il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas mobilisable. Après, on a eu d'autres discussions sur se servir de ça pour éventuellement changer d'échelle, ça, parce qu'après, évidemment, si on donne un score par parcelle,
ça peut permettre, si on a les données sur tout un ensemble de parcelles, de cartographier un peu et d'avoir une idée de la diversité à une échelle plus vaste. Et donc on peut aussi envisager, à partir de ce travail qui est vraiment à la parcelle, des travaux sur des espaces plus vastes, si on a les données, pour discuter avec un collectif de viticulteurs ou éventuellement même avec des riverains à terme. Après, on avait posé la question de est-ce que ça peut être intéressant aussi, donc ça peut être intéressant pour discuter avec des viticulteurs, et après est-ce que ça peut être intéressant de discuter aussi avec des non-viticulteurs, et donc là est revenue la question de ouais, ça pourrait être pas mal avec des riverains notamment, qui partageraient ce même espace géographique. Je ne sais pas si vous voyez, donc il va falloir qu'on continue alors. Si vous avez des compléments ou des questions. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Étienne pour l'autre atelier. Merci Guillaume. Donc, pour le deuxième atelier, on a travaillé sur l'évolution, on peut dire, la transition agroécologique des indications géographiques dans un contexte de changement climatique. Au début, on a juste rappelé un peu le contexte, à la fois quels sont les défis aujourd'hui pour un produit sur signe de qualité d'origine dans un contexte de changement climatique. Donc, par exemple, allant des effets à court terme sur la qualité, la typicité des vins, jusqu'à des questions un peu plus sur l'adaptation des cépages, voire le style de vin produit dans une appellation avec le réchauffement climatique. Et plutôt les dimensions aussi spatiaux, par exemple, au sein d'une appellation, quels sont finalement les lieux qui seront les plus propices pour la vigne à l'avenir, et quel deviendra finalement la potentialité viticole de ces terroirs plutôt traditionnels, jusqu'à finalement des enjeux un peu plus hors appellation, mais qui concernent aussi l'appellation en soi, parce que finalement c'est aussi d'autres appellations qui vont monter, d'autres concurrences, et finalement ça pose quand même la question sur aussi l'identité en soi de l'appellation dans son contexte de réchauffement climatique. Guillaume Castaldi, il a juste aussi fait quelques commentaires, remarques aussi sur quels sont les contraintes des viticulteurs, notamment qu'on va parler d'adopter des nouvelles pratiques, comme par exemple de plus utiliser les herbicides. Quelles sont les contraintes finalement pour les viticulteurs, qui peut être financiers, humains, etc. Et avec ce contexte où on voit le besoin, la nécessité de s'adapter à l'échelle de la parcelle, l'exploitation, comment faire la transition vers l'indication géographique à l'échelle du territoire ou à l'échelle de l'AOC, et comment intégrer à la fois ce besoin d'être plus résilient au changement climatique, mais en même temps aussi être plus respectueux par rapport à l'environnement et la biodiversité. Et donc, je vais tout de suite sur la conclusion, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on commence à dresser une forme de contexte de comment trouver cette synergie, cet équilibre entre ces deux grandes notions, ces deux grands défis pour la filière, et notamment dans un esprit collectif à l'échelle du territoire. Finalement, c'est très complexe, parce qu'à la fois, il y a plein de facteurs contextuels qui varient d'une parcelle à l'autre parcelle, mais aussi d'une exploitation à l'autre. Et forcément, on voit cette notion de maladaptation. On peut très bien s'adapter vis-à-vis un scénario, un facteur, mais en même temps, avec cette solution, cette stratégie, il y a forcément plein de questions qui se posent par rapport à l'autre. Donc ici, je suis en train d'opposer cette notion entre adapter aux impacts du changement climatique, mais en même temps aussi que la filière trouve les stratégies d'atténuer leurs propres effets vis-à-vis de l'environnement. Donc on voit ce qui ressort un peu dans cet atelier, qui résume quelque part la problématique, c'est qu'on a le réchauffement climatique en soi, le climat qui évolue, on a quand même les certitudes par rapport à son évolution du passé, mais aussi tous les rapports qui ressortent, qui montrent aussi les tendances pour le futur, qui montrent donc ce besoin de s'adapter au réchauffement qui va continuer, mais en même temps aussi de prendre conscience que le climat va rester naturel et qui va continuer à varier aussi autour de sa variabilité. Cette variabilité va ouvrir finalement le besoin
d'un AOC ou de son cahier de charges, d'être le plus flexible possible, de donner aussi cette marge d'adaptation aux viticulteurs. Donc on a commencé à discuter des bandes de vendanges, qui est quand même quelque chose qui est un peu spécifique peut-être à l'enjeu Saumur, mais qui montre une forme de tendance vers la flexibilité, où les vignerons finalement eux-mêmes cette pouvoir ou cette autorisation sur quand il faut vendanger vis-à-vis la matière première qu'ils recherchent, et qui peuvent poser peut-être des questions sur la qualité et la typicité, mais ça montre une forme de flexibilité qui est très intéressante et qui renforce la notion d'adaptation. Et forcément, on a enchaîné sur les discussions des VIFA et même la question de la redélimitation des AOC, comment cet attachement à un cépage emblématique, un attachement à un territoire peut avoir des conséquences sur cette notion d'identité liée à l'origine et la qualité. Et je prends juste voilà, une chose qui était mentionnée qui paraît très intéressante, d'accompagner cette flexibilité sans que ça devienne aussi une ouverture sur quelque chose qui est finalement un peu quelque chose qui n'est pas très réglementé et une forme de liberté qui voilà, non réglementée. C'est de peut-être construire des indicateurs, ces indicateurs qui vont permettre d'avoir des informations tout au long de l'année et qui vont finalement amener à la flexibilité. Donc nous, on a parlé par exemple de la date de taille régulièrement, qui est une vraie stratégie vis-à-vis les risques de gel dans un contexte de changement climatique, avec un débourrement qui est de plus en plus précoce. Mais comment ces indicateurs peuvent quelque part renseigner le collectif et notamment l'organisme de défense et de gestion, de finalement ouvrir une forme de flexibilité et d'adaptation quand les indicateurs présentent montrent qu'en fait la situation est assez critique, et cette flexibilité elle est nécessaire pour assurer la qualité de la vigne vis-à-vis du scénario climatique, mais aussi la viabilité des vignerons qui voilà, produisent dans cette appellation. Donc voilà, ça résume plus ou moins l'atelier qu'on essaie de discuter collectivement. Je pense que ce qui était riche dans cet atelier, c'était aussi différentes personnes, différents acteurs de la filière. Donc quand je dis acteurs, c'est les gens qui sont indirectement voilà, liés à la production, mais en fait cette diversité de personnes présentes dans l'atelier a finalement amené à qu'on a finalement une contribution de différents regards, différents domaines, et qui permet bien de cerner finalement, comme je mentionnais tout à l'heure, la complexité de cette adaptation et cette notion d'atténuation au changement climatique. Merci Étienne. Bon, mais je remercie tout le monde pour cette journée qui a été une journée riche en réflexion. Alors beaucoup de travaux encore à mener pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux enjeux. Mais en tout cas, ça nous donne des idées pour la suite, et justement, nous, dans le cadre des projets de recherche, alors qu'on mène déjà avec certains d'entre vous en partenariat, on va rapidement enchaîner sur la suite. Donc c'est pareil, on a le souhait de continuer à discuter ensemble pour voir les nouveaux projets qu'on peut mener en lien avec cette thématique-là. L'ensemble des restitutions seront bientôt disponibles, comme je le précisais, et sous peu, ce sera en fin d'année ou certainement fin d'année civile, nous mettrons à disposition un rapport de synthèse de l'ensemble du projet, et éventuellement les publications ou les communications dans les congrès qui ont été cités par moment dans les présentations. Donc on va mettre en ligne tous ces éléments-là sur le site de l'ESA. Mais comme on vous a envoyé un mail pour vous inviter à la journée d'aujourd'hui, on vous enverra un message à nouveau pour vous repréciser quand seront et où disponibles tous ces contenus, et notamment les contenus de cet après-midi avec tous les éléments discutés en atelier. Je vous remercie à tous et du coup à bientôt pour la suite.